D'abord, bonjour, ravi de vous rencontrer. Pourquoi avoir proposé à Valérie Guimoya et à Monsieur le Proviseur ce sujet? C'est le résultat d'un agacement et d'une exaspération. Je ne supporte plus un certain nombre d'interventions intempestives à la radio ou à la télévision, ou parce qu'un burger halal est apparu à un endroit où on ne l'attend pas. Un homme politique se croit à coup de menton mussolinien à l'appui, prêt à déclarer l'état d'urgence, l'état de guerre, à mettre le pays sans dessus-dessous parce que la France laïque a été l'objet d'un attentat et qu'on porte atteinte à la loi de 1905, ou toutes les réactions que j'ai pu entendre au premier Burkini. J'ai l'impression que je ne comprends plus rien et j'ai essayé de mettre un peu les choses au clair. Je me suis dit que ce n'était pas forcément quelque chose que je devais garder pour moi, qui pouvait être utile à d'autres. La laïcité, c'est un concept que vous ne trouverez dans aucun article de la loi de 1905. J'ai le sentiment que beaucoup de gens parlent de la loi de 1905 sans l'avoir jamais lu. Lisez-la, vous verrez que vous ne trouverez à aucun endroit, ni dans le préambule, ni dans les considérants, ni dans le texte de la loi, le mot laïcité. Donc ça veut dire que derrière ce débat de la laïcité, il y a en fait une spécificité française qui aujourd'hui revient d'actualité sous un autre angle et par conséquent, l'outil qui a servi à régler le premier problème n'est peut-être pas forcément le plus adapté pour le second. Vous n'attaquez pas forcément, quand vous faites de la cuisine, des légumes avec le couteau que vous utilisez pour désosser la viande. Alors d'où partons? Avant 1789, le pouvoir est réputé venir de Dieu, le roi est sacré, et par conséquent, se rebeller contre le roi, c'est se rebeller contre l'Éternel, et c'est évidemment quelque chose qui a un coût. C'est la damnation perpétuelle. Donc l'Église détient un pouvoir politique extraordinaire dès lors qu'elle soutient une autorité. Cette autorité bénéficie, indépendamment de tout ce que les lois peuvent lui apporter pour asseoir cette autorité, d'une espèce d'arme spirituelle absolue, à une époque où tout le monde est baptisé, tout le monde croit en Dieu, et même s'ils n'ont pas très exactement compris la doctrine qu'enseigne l'Église, comme dit la vieille paysanne bretonne, vaut mieux croire qu'aller voir. Donc on croit. Toutefois, à la veille de la Révolution, ça commence à s'affaiblir. Beaucoup de gens semblent avoir oublié qu'on a failli ne jamais sacrer Louis XVI. Quand Louis XV est mort autour de Louis XVI, des gens se sont dit « Est-ce qu'on organise le sacre ?» Il y a de moins en moins de gens qui y croient, ça n'impressionne plus grand monde, ça va nous coûter une petite fortune, peut-être qu'on pourrait faire l'économie du sacre au regard de ce que ça apporte, le fameux rapport qualité-prix. Et puis on a décidé quand même qu'on organisait le sacre à Reims. Ça n'a pas empêché de perdre le pouvoir. Je n'établis aucun lien entre les deux, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Et vous voyez que les questions qu'on se posait, tout le questionnement des philosophes sur l'origine du pouvoir, la puissance de Dieu, son existence. Il y a très peu d'athées parmi les philosophes, mais il y en a déjà un ou deux. Et il est évident que la Révolution française n'arrange pas les choses. Je vous ferai grâce de tout le récit de la Révolution parce qu'on y est encore dans 15 jours. Mais si vous avez quelques souvenirs de l'histoire révolutionnaire, c'est un perpétuel affrontement entre les tenants de la monarchie qui ont l'appui de l'Église et les adversaires de la monarchie qui considèrent que puisque l'Église appuie les monarchistes, forcément l'Église est leur adversaire. C'est de là que naît le conflit entre républicains et l'Église. Quand la Révolution se termine, Napoléon, qui veut retrouver la paix civile le plus rapidement possible, réunit un certain nombre de conseillers et dit qu'est-ce qu'on fait sur le terrain religieux? Comment peut-on rétablir la paix et faire en sorte, que l'Église ne conteste pas mon pouvoir et que les Français ne s'étripent plus entre eux. Et là, un conseiller a une phrase que je tiens absolument à vous donner parce que je pense qu'elle éclaire beaucoup de choses. Les Français préféreront des prêtres sans cloche, les cloches sans prêtres, que des prêtres sans cloche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme avait déjà compris que si les Français préfèrent les cloches sans prêtres,
c'est qu'ils sont plus attachés à la forme, au décorum, que véritablement à la foi qui les conduirait à accepter des prêtres sans cloche. Combien de Français aujourd'hui se marient à l'église sans avoir vraiment une pratique religieuse exemplaire? Et vous m'accorderez que pour la photo, quand même, une église gothique, c'est plus joli qu'une mairie dans un style assez banal. J'ai été invité au mariage d'une collègue dont je savais qu'elle ne croyait ni en Dieu ni en diable. Je lui ai dit, pas publiquement, je voulais pas la mettre mal à l'aise, mais enfin en tête à tête, j'étais quand même un peu gonflé, tu te maries à l'église, tu crois en rien, toi? Non mais elle m'a dit, attends, ma grand-mère m'a dit, si tu te maries à l'église, je te paye ta cuisine équipée. Si tu te maries pas à l'église, tu te la paieras toi-même. Ah, j'ai dit évidemment, Paris vaut bien une messe. Donc la cuisine vaut bien un office religieux. Alors ne généralisez pas, hein. Dans les mariages religieux qui sont célébrés les week-ends, il y a certainement des gens qui sont d'authentiques chrétiens, qui ont une foi réelle, devant laquelle je n'ai rigoureusement rien à dire et que je ne peux que respecter. Et vous voyez qu'on en était déjà à une situation où le cadre, l'environnement, le regard des autres. Au 19e, il y a très peu d'enterrements civils, mais tout simplement parce que souvent, même si le défunt a dit expressément qu'il voulait être enterré civilement, l'entourage, la famille, fait immédiatement pression sur le veuf ou la veuve en disant « tu vas quand même pas te distinguer à ce point-là, rends-toi compte ce que va dire le voisinage ». Il y a là, si vous voulez, un ensemble de pressions qui font que... Et ça conduit donc Bonaparte à signer le Concordat, qui lui-même permet en même temps de faire de l'Église une espèce de police spirituelle. Au XIXe siècle, vous avez une utilisation, une instrumentalisation, comme on dit aujourd'hui, de la religion qui est assez extraordinaire. Bonaparte exige que l'on, à chaque office, à chaque messe, on dise des prières pour le maintien de son pouvoir. Ça peut toujours servir, au moins auprès de ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas ne sont pas là, mais ceux qui croient seront confortés à l'idée qu'il faut accepter l'autorité de Bonaparte. Et dans les milieux patronaux, on abuse du texte qui dit « les premiers sont les derniers seront les premiers », en disant aux ouvriers « certes vous en bavez, c'est très dur, vous êtes mal payés et le boulot est pénible, mais après votre mort, vous serez assis à la droite de Dieu, alors que les patrons qui vous exploitent auront forcément à rendre des comptes. » Il y a là une instrumentalisation de la religion qui peut fonctionner, le tout est que l'auditoire auquel son nom s'adresse soit relativement réceptif. Donc dans ce cadre-là, le 19e est occupé par un conflit extraordinairement fort entre l'Église et les républicains, autour de l'héritage de 1789. Comment faire en sorte de ne pas restaurer la monarchie d'Ancien Régime et de pouvoir établir la République? À chaque fois qu'ils essaient d'installer la République, les républicains trébuchent sur l'obstacle que l'Église catholique leur jette dans les jambes. D'où des poussées anticléricales extraordinairement fortes dans les moments révolutionnaires. 1830, juillet 1830, à la suite des ordonnances, la monarchie restaurée de Charles X, qui a montré tout de même une attitude très fortement cléricale. Rétablissement de la loi du sacrilège, ça n'est quand même pas rien. Donc la révolution de 1830 est marquée d'une poussée anti-religieuse assez forte. Si vous reprenez des manuels des années 60, ils le développent. Je pense que dans ceux d'aujourd'hui, ça a disparu parce que l'enseignement de l'histoire politique s'est beaucoup simplifié. Mais les jésuites se sont retrouvés dans la Seine. Alors, ceux qui savaient nager ont été bons pour un bain forcé, se sont tirés d'affaire. Il y en a pour qui ça a été un peu plus tragique. Le séminaire où étaient formés les jésuites a purement et simplement été incendié. De sorte qu'on a vu rapidement quelques clercs, un peu plus rapides ou un peu plus prudents, s'exiler à nouveau, persuadés qu'ils allaient revivre 1789. Comme le règne de Louis-Philippe est un règne où l'Église est obligée de lutter pour défendre sa place, le roi ne croit ni en Dieu ni en diable. Simplement, il n'attaque pas l'Église parce que sa femme croit en Dieu, et comme pour expliquer une situation qui vous paraît complexe, il faut toujours chercher la femme. Vous avez l'explication de l'attitude de Louis-Philippe dans l'attitude de sa femme. Mais à chaque fois que l'archevêque de Paris vient manger à la cour, Louis-Philippe lui pose des questions stupides, rien que pour l'embêter.
sachant très bien qu'il les a déjà posées, que ça exaspère le prélat, mais c'est sa façon à lui de se venger, d'être obligé de manger à côté d'un prélat. Il lui demande au fait, il faut combien de cierges allumés sur l'autel pour que l'office que vous célébrez soit valide. Ça n'a rigoureusement aucun intérêt, mais l'autre est en face du roi, et par conséquent est obligé d'être poli, en disant, mais monseigneur, il suffit d'un cierge allumé, ou on peut le faire sans aucun cierge allumé, peu importe la réponse théologique, il est obligé donc de se répéter. Ça vous explique qu'en 1848, en février 1848, la Révolution se passe sans la moindre manifestation anticléricale. Au contraire, les révolutionnaires agonisants sont immédiatement secourus par un prêtre que certains de leurs camarades sont allés chercher, et tous les révolutionnaires qui voient passer un prêtre qui vient assister à un agonisant le saluent respectueusement, comme on leur a appris à le faire. Il n'y a eu aucun contentieux entre la population et l'Église. L'Église n'éprouve donc à aucun moment le besoin, j'allais dire, de se venger. Par contre, en juin 1948, lorsque les révolutionnaires ont le sentiment, après les élections qu'ils sont en train de se faire, confisquer leur victoire de février, là c'est autre chose. Et comme l'Église va appuyer la restauration, la loi d'épuration du suffrage universel, la loi Fallou qui permet de confier l'enseignement à l'Église de façon à ce que les Français soient élevés dans des règles morales strictes, va développer un anticléricalisme extraordinairement puissant, renforcé par l'aide que l'Église apporte au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, et tout ça nous conduit aux affrontements de la Commune et à l'ordre moral de la Troisième République. Donc vous voyez, enfin, moi j'espère que vous avez une vue générale du XIXe siècle assez précise, que tout au long du XIXe siècle, entre républicains et cléricaux, il y a un véritable conflit pour savoir où est le pouvoir, où est la source du pouvoir, quel est le pouvoir légitime. Or, à la veille de la Troisième République, au moment de la tenue du Concile Vatican I, l'Église a publié le syllabus. Le syllabus, c'est la liste de toutes les erreurs. Erreurs qui sont des erreurs qui vous conduisent à la situation de péché mortel, ce qui par conséquent vous vaut les feux de l'enfer après votre mort. Alors, je ne vais pas vous donner la liste entière, il y a une petite centaine d'items, mais dans les erreurs qu'un chrétien ne doit en aucun cas soutenir et professer, il y a la démocratie, le suffrage universel, le syndicalisme, autant de choses que les républicains considèrent comme fondamentales et essentielles et qu'ils espèrent bien installer dans la société française. Donc, quand la Troisième République s'installe, il faut absolument veiller à ce que l'Église ne retrouve pas l'emprise qu'elle a sur l'esprit des Français, de façon à ce que la République ne soit pas menacée par des gens qui, au nom de la religion catholique, voudraient rétablir la monarchie telle qu'elle a existé en France. Alors, personne ne croit à une restauration de l'Ancien Régime. Même Louis XVIII n'a pas bénéficié des pouvoirs de Louis XVI. Il a été obligé de reconnaître la charte et par conséquent les droits de l'homme, du moins une partie d'entre eux. Donc ça ne sera jamais une restauration à l'identique, mais quelque chose qui empêcherait l'installation de la République. Et ça vous donne les lois scolaires. Jules Ferry s'explique très clairement sur les raisons pour lesquelles il applique les lois scolaires. Il s'agit que les républicains, et il pense aux jeunes Français, puissent épouser des compagnes républicaines, c'est-à-dire des jeunes femmes qui ayant été élevées dans l'idéologie républicaine, selon l'enseignement que dispense l'école gratuite, laïque et obligatoire, soient intellectuellement formées dès leur plus jeune âge. C'est entre 6 ans et 15 ans qu'on forme un individu. Le patriotisme tel que vous le voyez, c'est une parenthèse, hein, le patriotisme tel que vous le voyez s'exprimer en 1914, c'est le résultat de l'école primaire. L'antimilitarisme des mouvements socialistes n'a eu aucune prise sur les jeunes ouvriers tels qu'ils avaient été formés entre 6 et 14 ans. Donc, l'école primaire a pour vocation d'installer la République dans l'esprit de la société française dès le plus jeune âge, de façon à ce qu'elle soit solidement
ancrée dans le corps social, et que l'influence de l'Église ne puisse pas contribuer au renversement de la République pour le rétablissement de la monarchie. Et Jules Ferry était à peu près persuadé qu'il avait gagné. C'était une question de temps. Les républicains sont tout à fait confiants dans l'importance du savoir. Il ne faut jamais oublier que pour une génération comme la vôtre, qui vit dans une société qui a fini par intégrer l'idée qu'un savant, au regard de ce qu'il ignore, le peu qu'il sait est insignifiant. Aujourd'hui, quand vous discutez avec un scientifique, il vous dit « Mais attendez, on a réussi à établir ça, mais tout ce qu'on a encore à découvrir, ça laisse du boulot pour des générations. » Votre génération est plus ou moins élevée dans l'idée que la vaccination, c'est dangereux, ce qui est stupide. C'est vrai que la vaccination tue. Mais 4000 morts pour des centaines de millions de sauvés, il me semble, pour reprendre une expression qui était populaire dans votre génération, il n'y a pas photo. Alors je sais bien que vous allez me prendre pour un sauvage. Mais vous sauvez 100 millions d'individus en prenant le risque d'en tuer 2500. J'estime que la vaccination pasteurienne a été un indéniable progrès. Alors il faut évidemment éviter d'avoir les 2500 morts. Ça vous permettra d'avoir 100 millions, 2500 personnes de plus de sauvées. Mais entre les deux, tout de même, je crois qu'il faut être un peu sérieux. Or, au 19e, on est dans cet état d'esprit, si vous voulez, qui veut que la science va probablement tout résoudre et tout régler. Les républicains, relisez le livre de Renan, L'avenir de la science, vous verrez que vous retrouverez là un état d'esprit de gens qui sont convaincus, tellement ils sont impressionnés par la rapidité des découvertes scientifiques. Elles s'enchaînent les unes les autres, amplifiées par les progrès techniques. On a le sentiment que tous les 2 jours, on découvre quelque chose. Alors que si vous regardez, le prix Nobel qui a été attribué la semaine dernière en chimie sanctionne des travaux qui ont commencé il y a 25 ans. Les découvertes qui ont été faites au 19e l'ont été dans un temps très court. Donc on a dans le savoir une confiance et une espérance un peu excessive probablement, qui conduit à penser que plus les gens seront instruits et moins ils accepteront des fables ou des mythes. C'est la raison pour laquelle, quand les républicains parlent de l'enseignement de l'Église, ils parlent des billevesées, des superstitions de la foi, des choses qui sont indémontrables, puisqu'à un moment, quand vous acceptez d'entrer dans une religion, vous devez dire « je crois », parce que vous adhérez à quelque chose que personne ne peut démontrer. Alors que la science démontre le savoir qu'elle établit. Or, cette espérance qui conduisait Ferry à penser que grâce à l'œuvre scolaire, la République était assurée, se voit très gravement remise en cause au moment du déclenchement de l'affaire. Vous savez tout ce qu'est l'affaire. Mademoiselle, quand je dis l'affaire, ça vous renvoie à quoi? Dreyfus? Oui, l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire cet officier suspecté d'avoir transmis à l'Allemagne des informations confidentielles sur le fameux canon de 75 et son frein hydraulique, et immédiatement se déchaîne toute une campagne qui vise très directement la République et que l'on impute aux généraux de jésuitières. La plupart des officiers de l'armée française qui gèrent entre eux, lorsqu'ils arrivent au grade de général, leur promotion et leur distribution de fonctions, le ministre ne faisant qu'avaliser, sont pour la plupart, pour ne pas dire tous, issus des collèges jésuites. Immédiatement, les républicains voient ressurgir en face d'eux le danger clérical et se disent il faut qu'on tape un peu plus fort, il faut qu'on aille au-delà que ce que les lois républicaines nous ont permis d'installer à l'école, il faut véritablement qu'on brise les reins de l'Église, sinon nous ne sommes en aucun cas assurés que la République pourra perdurer. Loi de 1901 sur les associations, qui permet d'éliminer toutes les congrégations masculines, on garde les femmes. Les bonnes sœurs occupent des fonctions d'infirmières, s'occupent de très jeunes enfants au jardin d'enfants, c'est autant d'argent économisé pour la République, et en général, elles ne font pas de politique. Donc, les congrégations féminines sont nettement moins visées que les masculines.
Les jésuites sont les premiers, évidemment, reconduits à la frontière. Et puis, comme il y a encore des soubresauts, et que dans le parti monarchiste, on ne cache pas que si un jour on gagne les élections, la loi de 1901 sera abrogée, on décide d'abroger le concordat, et c'est la loi de 1905, qui n'est pas une loi qui établit la laïcité, c'est une loi qui rompt définitivement toute relation entre l'Église et l'État. L'État ne salarie plus aucun culte. Jusqu'alors, il payait le clergé. Un évêque était payé au niveau de la solde d'un général de 3 étoiles. C'est-à-dire aujourd'hui, ça vous conduit pas très loin des 8-10 000 euros par mois. Un curé de paroisse, je dis bien curé de paroisse, hein, pas vicaire ni desservant, un curé de paroisse, celui qui est titulaire de la cure de la paroisse, s'est assimilé à un directeur d'école à 5 classes. Et l'Église jouissait d'un certain nombre de préséances. Dans les cérémonies officielles, les clercs arrivaient assez rapidement, d'où la fameuse formule en présence des autorités civiles, militaires et religieuses. On priait tous les dimanches à la messe pour le salut de la République. La loi de séparation supprime ces prières. Les ecclésiastiques ne sont plus invités à aucune manifestation officielle et doivent se débrouiller pour trouver leurs moyens de subsistance dans le denier du culte et les différentes quêtes qu'ils peuvent organiser. Et cette fois, les républicains pensent que l'affaire est dans le sac, c'est gagné, on est à peu près tranquille. La guerre éclate et la fin de la guerre me permet de vous donner une illustration de ce qu'est la séparation de l'Église et de l'État dans l'esprit de ceux qui ont fait voter la loi de 1905. Lorsque Clémenceau apprend, après la signature de l'armistice, que le 17 novembre 1918 va être chanté à Notre-Dame de Paris un Te Deum pour célébrer la victoire, immédiatement, Clémenceau, qui est un anticlérical bon teint, hein, Clémenceau est le fils d'un médecin nantais, incarcéré sous le Second Empire pour avoir justement lutté contre l'influence du cléricalisme. Clémenceau relève, si vous voulez, de ces radicaux dont on disait qu'ils mangeaient un curé par repas, et encore, je pense que Clémenceau avait un appétit un peu au-dessus. Clémenceau prévient immédiatement le président de la République et l'ensemble de ses ministres, puisqu'il est chef du gouvernement. Le premier d'entre eux, dont il apprend qu'il est présent le 17 novembre 1918, est considéré comme démissionné dans l'instant, et que ses fonctions cesseront immédiatement. Il leur concède que si leurs épouses veulent y aller, aucun problème. Car, et ça me conduit au contrepoint de ce que je viens très rapidement de vous exposer, ces hommes ne sont pas hostiles à la religion. Ils sont anticléricaux. C'est-à-dire qu'ils sont contre le pouvoir du clergé, et particulièrement du pouvoir du clergé sur le terrain politique. L'Église n'a pas à faire de politique. Elle annonce la bonne nouvelle et l'au-delà. Pour le reste, qu'elle laisse les politiciens s'arranger. Ces hommes ont très souvent une pratique politique, y compris chez les hommes de gauche. On tiendrait un seul exemple, sinon je ne réussirais pas à terminer. La famille de Jean Jaurès a une pratique politique. D'ailleurs, le malheureux Jean est très embêté quand Madeleine, sa fille, arrive à l'âge de la communion solennelle. Madame Jaurès, un jour, lui rappelle que c'est l'année où Madeleine va faire sa communion solennelle et qu'elle espère que les camarades de Jean, puisque c'est comme ça que s'appellent les socialistes entre eux, ne vont pas lui faire d'embrouille et que, bien évidemment, la chère petite pourra faire sa communion. Jaurès est un peu embêté. La presse, à l'époque, est infiniment plus respectueuse de la vie privée des hommes politiques qu'elle ne l'est aujourd'hui, lesquels ont d'ailleurs tout fait pour qu'elle s'occupe de cette vie privée. Donc, il n'est pas très inquiet, mais enfin tout de même. Il ne voudrait pas voir en manchette d'un journal en première page que Madeleine Jaurès a fait sa communion solennelle. Donc, à l'occasion d'une réunion de section, il dit à ses camarades, voilà, j'ai un problème à vous soumettre, j'aimerais avoir votre accord. J'ai pas envie d'avoir d'ennui avec ma femme. La petite est arrivée à l'âge de la communion solennelle. Elle va donc la faire. J'espère que vous n'y avez pas d'objection.
Les camarades socialistes de la section lui disent « Jean, pas de problème, une seule condition, rien dans la presse, pas d'écho, il ne faut pas que ça vienne nous casser la cabane sur le terrain politique et dans les actions qu'on mène. » Personne n'a jamais su que Madeleine avait fait sa communion, sauf dans l'entourage proche, et par conséquent... Mais vous voyez qu'il n'y a rigoureusement rien contre la religion. Simplement, dès lors qu'on exerce une fonction au nom de l'État, fonction élective, on ne peut pas afficher ses convictions religieuses. Mais la plupart des fonctionnaires, à condition de le faire discrètement, continuent, lorsqu'ils en ont envie, à pratiquer. Voilà la situation qui a été celle de la France au moment où la guerre de 14 éclate. Même si j'ai pris une illustration au soir de la guerre. Or, la Première Guerre mondiale transforme profondément les choses, et la Seconde balaye quasiment l'intégralité de la chose. Je les ai laissés depuis un moment. Où en sont les monarchistes? Les monarchistes ne désespèrent pas de se débarrasser de la République. Les monarchistes parlent de la gueuse. Quand il dit, si vous entendez dans une discussion au 19e ou au lendemain de la guerre de 14, mais un jour nous finirons bien par abattre la gueuse, c'est pas la femme de mauvaise vie qui est à côté, non, non, c'est la République. J'ai eu dans les années 60 un professeur d'université, authentique aristocrate, sur la propriété de son père, jamais un gendarme n'est rentré. Il était acquis de convention express que s'ils avaient une information à apporter au marquis de Bois, on s'arrêtait à la grille, on attendait qu'un domestique vienne chercher l'information, mais il n'était pas question qu'un agent de la gueuse pénètre sur une propriété privée d'un monarchiste. Il rêvait à la destruction de la gueuse. Moyennant quoi son fils a fini sur la liste de candidats communistes à une élection municipale, vous voyez qu'on n'est jamais sûr de l'avenir. Vous avez donc là des gens qui sont intimement convaincus et qui en 1940, l'un d'entre eux va l'exprimer avec beaucoup de force. Vous savez comme moi qu'apprenant la défaite et surtout le vote du 10 juillet 40 qui décide de remplacer la constitution de la Troisième République par une constitution que le maréchal Pétain doit élaborer, Charles Maurras se serait exclamé que c'était tout de même une divine surprise. Quelques incultes ont pensé que Maurras qualifiait de divine surprise la défaite militaire de la France. Il était bien trop français pour se réjouir de la défaite militaire de la France. Ce qui le réjouissait au point de parler de divine surprise, c'est ce vote du 10 juillet 40 dans lequel il voyait la France enfin débarrassée des institutions républicaines. Alors si je télescope 14 et 40, c'est parce que ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Les deux guerres mondiales vont jeter à bas l'essentiel des raisons du conflit entre cléricaux et anticléricaux. Au sortir de la Première Guerre mondiale, la France est bien moins anticléricale que quand elle n'y était entrée. Les Français anticléricaux, qu'on avait persuadés que les Français qui croyaient en Dieu, qui allaient à l'église et qui soutenaient l'espérance monarchique étaient de mauvais Français, se sont fait tuer avec le même enthousiasme et dans les mêmes proportions que les autres. Donc on découvre ce que Thorez formulera un jour en disant qu'il y a ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas, mais que finalement, tous ensemble, ils peuvent faire de grandes choses pour la France. Et ça fait assez largement retomber les choses. Sans compter qu'on s'aperçoit que dans le malheur, on retrouve souvent le chemin de la foi de ses pères. Entre 14 et 18, les offices religieux ont été infiniment plus fréquentés. On a davantage prié, peut-être toujours dans l'esprit de cette paysanne bretonne, ou mieux croire qu'elle est voir. Après tout, même si ça ne marche pas, on aura au moins tenté. Et quand on croit qu'on a gagné la guerre, finalement, ça a servi. On rétablit les relations diplomatiques avec le Saint-Siège, qui avait été rompu. Donc, est-on encore fâché avec l'Église? L'affaire de Jeanne d'Arc vient compliquer les choses. L'Église en fait une sainte, et nous, on en fait une héroïne nationale. C'est quasiment le même jour que l'Église et la République célèbrent Jeanne d'Arc. Sommes-nous encore anticléricaux? À Amiens, en 1920, lorsque le Premier ministre d'Australie remet à Monseigneur de la Ville-Rabel le drapeau que les mères et les veuves de soldats australiens tombés à Villers-Bretonneux et à Pozières
pour qu'il soit dans la cathédrale, le conseil municipal est invité à l'office et assiste à la messe. Ça ne s'était jamais produit depuis 1905. Et au miracle, le clergé, conduit par l'évêque, participe au casse-croûte qui est organisé par la municipalité. Je dis casse-croûte parce que dans le texte australien, on dit pique-nique. Je doute fort qu'on ait pique-niqué en 1920, mais pour un Australien, à midi, on pique-nique. On ne fait pas un repas. Le repas, c'est le soir. Donc je pense qu'il y a là un abus de langage, et que j'ai essayé de traduire. Donc vous voyez que les choses sont en train progressivement de se lisser. On l'oublie toujours, mais dans la coalition de Front Populaire, vous avez un parti chrétien. Donc on peut être catholique et de gauche. Vous auriez dit ça en 1905, on vous aurait fait enfermer. Parce que ça aurait paru vraiment un propos tout à fait insensé. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on ne peut plus en douter. Témoignage chrétien, c'est tout de même un journal fondé par un jésuite. L'engagement des chrétiens dans la résistance est indiscutable. Ce qui, par parenthèse, rend le mensonge communiste du parti des fusillés encore plus grossier et inacceptable. Sans les chrétiens aujourd'hui, dans certaines sections, il n'y a plus de parti socialiste. L'actuel président de la République appartient à un courant du Parti socialiste qui a longtemps été animé par Jacques Delors, dont les engagements religieux sont notoires et qu'il n'a jamais cachés. Enfin, je vous renvoie à toute une série d'indices et vous vous apercevrez que François Mitterrand n'a jamais abandonné la foi chrétienne. Donc la Seconde République, si j'ose dire, règle le problème. Alors vous allez me dire non, puisqu'aujourd'hui on en reparle. Attendez, c'est qu'entre deux, les choses ont beaucoup changé. Là, je viens pratiquement de terminer ma première partie. Vous avez, en 1945, pratiquement la clôture du grand conflit qui s'est ouvert en 1789. République, monarchie. Alors, il faut toujours être prudent. Rien n'est jamais définitivement acquis dans l'histoire. Je pense qu'il subsiste dans la société française un petit courant monarchiste. Et très honnêtement, je crois que même lui, sauf ceux qui ont vraiment la foi chevillée au corps, ne croit sérieusement à la possibilité un jour de restaurer la monarchie en France. C'est-à-dire que le combat n'a plus du tout l'acuité qu'il avait en 1905 et qu'il a pu garder à certains moments de l'entre-deux-guerres. D'autant que cet entre-deux-guerres, pour en avoir totalement terminé avec ce point, oblige à se poser la question de savoir si le viol de la loi de 1905 n'est pas un des exercices auxquels la nation française tient le plus. Nos institutions disent, au fil des différentes constitutions, que la France est une république une et indivisible. Le préambule de la Constitution dit que la loi est la même pour tous et s'impose à tous les Français. Le 11 novembre 1918, sans même attendre le traité de Versailles, c'était une convention entre les Alliés. Les 3 départements d'Alsace-Moselle redeviennent français. Logiquement, la loi de 1905 doit s'appliquer aux Alsaciens mosellans. L'Alsacien mosellan est un croyant, majoritairement. Et il développe immédiatement un argument qui est extraordinairement difficile à contrer. La République française, à laquelle nous attendons depuis près d'un demi-siècle d'être rattachés, ne peut tout de même pas se montrer plus intolérante et plus injuste que ne l'a été l'empereur Guillaume II, qui, lorsqu'il a rattaché les 3 départements d'Alsace-Moselle au Reich, n'a pas déclenché dans ces 3 territoires qui étaient Reichsland la politique du Kulturkampf, c'est-à-dire l'affrontement avec l'Église qui a été mené par Bismarck, et nous a laissé profiter du concordat bonapartiste. En clair, et dit plus simplement, les Alsaciens mosellans en 1918 nous disent « D'accord, on est content de revenir dans le giron de la République, mais on veut garder le concordat. Vous pouvez quand même pas être plus mauvais avec nous que ne l'a été Guillaume II.
ou alors on préfère redevenir allemand. Vous imaginez un pays dans lequel il y a 1,5 million de morts, 2 millions de gueules cassées, devoir reconnaître publiquement que les 3 départements vont rester allemands parce qu'il y a un problème religieux? Alors là, il y a un mystère qu'il faudra que vous demandiez à un conférencier qui s'inscrira après celle-ci et qui sera juriste de vous expliquer, que jamais aucun juriste n'a pu m'expliquer. Je n'ai toujours pas compris comment, dans un pays où la loi est la même pour tous, dans une république une et indivisible, l'Alsace-Moselle dispose d'un statut juridique spécifique. Il y a un droit local alsacien-mosellan, qui fait qu'un Alsacien-mosellan est régi aujourd'hui par le Code de sécurité sociale créé par Bismarck, et non pas par celui de la libération de 1945. Mais ça pose un problème aujourd'hui pour qui on invoque la loi de 1905 et qui a le sentiment que la loi de 1905 le gêne dans un certain nombre de ses pratiques quotidiennes. Tout le monde n'est pas soumis à la loi de 1905, du moins pas les Alsaciens-Mosellans. L'évêque de Metz est toujours payé par la République française, sur les mêmes bases que celles que je vous ai données. L'évêque de Vic-sur-Seille qui m'a marié est payé par la République française, parce qu'il est dans l'ensemble des 3 départements alsaciens-mosellans. Ça pose quand même plus qu'un problème, me semble-t-il. Donc, les choses là ont profondément changé, et le sommet c'est en 1939. Qui gouverne la France en 1939? Un gouvernement qui est appuyé sur la majorité qui a gagné les élections en 1936. La coalition de Front Populaire. Des gens de gauche. Communistes, socialistes, radicaux. Tous anticléricaux. Un certain nombre athées. Alors certes, les communistes sont en prison ou en fuite. Tous les socialistes ne sont pas forcément athées, on l'a vu avec l'exemple de Jaurès. Mais quelle est leur dernière décision avant de signer l'armistice? C'est d'organiser dans Paris une procession des reliques de Sainte-Geneviève et de Saint-Marcel, les 2 saints protecteurs de la capitale, derrière lesquels les ministres de gauche, tous membres importantissimes des différents courants maçonniques, défilent religieusement, c'est le cas de le dire, dans l'espoir que les reliques de la Sainte et du Saint réussiront à arrêter les armées du Troisième Reich. Donc vous voyez que la querelle religieuse au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est pratiquement de l'histoire ancienne. Il subsiste la question scolaire, qui est réglée en 1960 par la loi Debré. Et quand je dis qu'elle est réglée, j'en veux la preuve dans les manifestations de 1983-84, quand François Mitterrand décide d'abroger la loi Debré et d'essayer de réunifier tout le système scolaire dans le fameux service unique de l'éducation nationale, il est obligé de s'incliner. Et il faut savoir que dans les manifestants qui s'y opposent, il y a au moins 25% de membres de l'enseignement public qui tiennent trop à garder l'enseignement privé au cas où leurs enfants en auraient besoin pour compenser une scolarité déficiente. Il faut savoir assumer ces contradictions. De surcroît, à ce moment-là, l'école privée reçoit un nombre non négligeable d'élèves musulmans qui tiennent absolument au cadre que fournit cet enseignement, et par conséquent, elle n'est plus exclusivement catholique. Alors, pourquoi ce débat autour de la loi 1905, pourquoi ce retour sur une défense extrêmement nerveuse de la laïcité? C'est que depuis 1945, beaucoup de choses ont changé. D'abord, la composition de la société. Nous avons, depuis 1945, et surtout depuis 1954, une immigration d'origine coloniale, ex-coloniale, enfin en 1954 elle est toujours d'origine coloniale, avec laquelle nous avons un passé qui, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est la formule la plus simple et la plus soft que je puisse employer, et tout de même au moins douloureux, parfois encore un peu conflictuel. Pourquoi il est si difficile aujourd'hui dans une classe de 3e d'enseigner la guerre d'Algérie? Le professeur a en face de lui des petits-fils d'officiers de l'OAS, des petits-fils d'officiers qui ont tout fait pour éviter d'aller faire une partie de leur activité professionnelle en Algérie, des petits-fils d'anciens militants du FLN,
des petits-fils de harkis, des petits-fils de réformés qui n'ont rien à faire de la guerre d'Algérie, qui s'étonnent qu'on en parle absolument autant puisqu'elle ne les a en rien affectés, pour ne rien dire des petites filles qui n'étaient pas concernées puisqu'à l'époque, les armées ne sont pas ouvertes aux femmes. Il faut attendre 1999 pour que le gouvernement français reconnaisse que c'est une guerre. Jusqu'alors, c'est un affrontement interne. Mais qui a laissé extraordinairement de traces des deux côtés, dont la société française, sans le savoir, subit encore les conséquences. Quand vous allez, à votre âge relativement peu, il faudra attendre encore 40 ans, mais quand vous commencerez comme moi à fréquenter les enterrements et que les cimetières deviendront un lieu de sociabilité pour vous, vous aurez peut-être des événements qui vous rappelleront ce que je vis, je dirais pas couramment, mais c'est encore assez fréquent. C'est anormalement fréquent dans un pays où l'idée de formuler qu'on aurait aimé se soustraire à la guerre reste un espèce de tabou qu'on n'ose pas affronter. Je suis frappé de voir à chaque fois que j'assiste à des obsèques d'un ancien combattant d'Algérie que certains d'entre eux s'arrangent pour que le frère, le fils, le cousin ou le copain qui intervient au moment des obsèques ait reçu comme consigne de celui qu'on enterre de s'arranger pour glisser expressément dans son propos que cette guerre, il l'a faite malgré lui. J'ai dû le faire pour mon témoin de mariage. Il était d'origine lorraine, et croyez-moi que se qualifier de malgré nous, ça a un sens particulièrement précis pour un Lorrain. Mais il y tenait absolument. Je l'avais juré, je l'ai fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un certain nombre de jeunes issus de l'immigration maghrébine, mais en fait ils sont français, ça m'agace d'avoir à utiliser ce type d'expression pour que vous voyez très exactement qui je désigne, car ils sont citoyens français comme vous et moi, sont victimes d'une discrimination à l'embauche. Parce qu'au lieu de s'appeler Thierry, il s'appelle Mohamed, et qu'au lieu d'habiter avenue de Passy, ils habitent dans une rue qui permet d'identifier parfaitement un quartier difficile. Je ne légitimerai jamais cette discrimination, mais je la comprends, car contrairement à certains esprits obtus, je pense que comprendre quelque chose, ça n'est pas forcément l'expliquer. Si on ne le comprend pas, on ne peut pas essayer de le régler. Qui vous dit que le DRH, qui a géré le dossier, n'est pas un ancien chef de section de l'armée française, qui n'est pas du tout allé en Algérie par enthousiasme, mais il n'avait pas le choix. Certains y sont même allés parce qu'on leur a supprimé leur sursis, vu qu'ils avaient mis un peu trop de temps à acquérir leur certificat de licence. Et qu'on leur a dit, puisque vous ne faites pas vos études sérieusement dans l'espoir d'échapper à la guerre, vous allez partir à la tête d'une unité combattante. Et qui a vu un certain nombre d'horreurs que je ne vous raconterai pas parce que tout le monde les connaît, mais qui marquent un homme jusqu'à son dernier jour. Sachant qu'en face, ils ont vécu la même chose. Car quand une unité de l'armée française, dans un accrochage, perd certains des siens qui sont mutilés, à moins d'avoir un ascendant sur ces hommes que le commandant moyen n'a en général pas, vous êtes obligé de tolérer quelques agissements excessifs si vous voulez garder à peu près la discipline dans votre unité. Or, une armée où il n'y a plus de discipline dans les unités, c'est une armée qui est perdue. Quand ces gens sont rentrés, on n'avait pas encore mis tous les services psychologiques qu'on met aujourd'hui au service des soldats qui rentrent d'OPEX après l'Afghanistan et d'autres opérations pour essayer de les débriefer et faire en sorte que, psychologiquement, ils essayent de retrouver la vie la plus normale qui soit. Or, aujourd'hui, que nous disent un certain nombre de chercheurs du Collège de France qui se penchent sur ces comportements de pratiques ostentatoires un peu excessives? C'est qu'on a affaire à des gens qui sont exaspérés alors qu'ils sont français depuis 2 générations parfois, bientôt 3, d'être considérés comme étrangers à la société, et qui en gros tiennent le raisonnement: tu ne veux voir en moi qu'un arabe, eh bien tu vas la voir jusqu'au bout. Il faut un jour briser ce cercle vicieux, sinon on ne sait pas sur quoi on peut déboucher. Le problème, c'est que ça suppose du temps. Et que c'est un problème qu'il faut résoudre
urgemment. C'est là qu'est la complexité. Mais si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, quelle est l'utilité de la loi de 1905 ? Le Burkini ne demande en rien l'abrogation de la loi de 1905, il ne porte en rien atteinte aux dispositions de la loi de 1905, l'État n'est pas rattaché à l'Église. Vous ne pouvez pas demander à cette fraction de la société, je ne veux pas le terme de communauté, parce que officiellement la République ne connaît pas de communauté, mais on n'arrête pas d'en parler, c'est donc qu'elles existent. Je me méfie toujours des mots qu'on ne cesse d'invoquer, parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus de force. La part de la société française qui découle de cette immigration maghrébine se trouve avoir, vous avez un excellent rapport qui vient d'être établi par Hakim El-Karoui dans le cadre de l'Institut Montaigne, qui est probablement la meilleure étude qu'on ait sur le problème à l'heure actuelle, établit que 30% de ces musulmans sont en voie de sécularisation. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont en train de vivre ce qu'ont vécu les Français de 1789 à nos jours, un abandon progressif de la pratique religieuse. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne croient plus en Dieu. Hein. Vous ne m'entendrez jamais, si un jour vous avez l'occasion de m'entendre à nouveau, c'est une expression que je m'interdis absolument. Il faut, selon la formule consacrée, pouvoir sonder les reins et les cœurs, et ça n'est pas quelque chose de facile. Jusqu'à son dernier souffle, un individu peut à un moment avoir une pulsion qui le conduit à essayer de comprendre ce que l'on met sous le nom de Dieu. Mais en gros, ils ne font plus les prières, ils ne vont plus à la mosquée, sauf 1 ou 2 jours, peut-être, à l'occasion du mois de Ramadan, et encore, pour accompagner un copain. Mais véritablement, ils sont devenus comme beaucoup de Gaulois. Je vous rappelle tout de même que l'Église impose à tout individu qui se dit chrétien d'être présent à l'église le dimanche. 6% des catholiques français sont à l'église le dimanche. Cherchez l'erreur. Mais allez dire aux 94 autres pourcents qui ne sont pas catholiques, vous allez certainement les mettre en colère. Ils vous expliqueront qu'ils ont une bonne raison. Ils ont du mal à se lever tôt, ils ont du boulot le matin, surtout qui font la cuisine le dimanche. Enfin bon, on peut trouver un tas d'excuses et d'arguments. 30% ont une pratique religieuse, mais qui ne passe pas par le religieux, qui passe davantage par des problèmes de société ou des problèmes de mœurs. La loi de 1905 est inopérante sur les mœurs. D'autant que ces musulmans qui ont une pratique religieuse à travers les mœurs ont des pratiques religieuses qui rappellent étrangement celles des catholiques que j'ai connues quand j'avais votre âge. Ma mère ne serait jamais sortie sans avoir un chapeau sur la tête. Elle mettait une mantille quand elle rentrait dans une église, et aucune de mes sœurs n'aurait pu rentrer dans une église en maillot de bain. Aujourd'hui, certains curés sont obligés de se battre dans les paroisses littorales pour réussir à expliquer à des gamines de 15 ans que, dans la tenue où elles sont, elles ne peuvent absolument pas rentrer dans l'édifice. Ah mais si, je veux le voir, il paraît qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Oui, mais pas habillé comme ça, mademoiselle. Donc, il est obligé d'aller se rhabiller pour pouvoir rentrer dans l'église. Donc c'est pas très distinct et très différent. Autre problème qui irrite fortement la communauté musulmane. Quand cette immigration est devenue relativement importante, pendant que nous envoyions 600 000 jeunes faire la guerre en Algérie, il fallait bien que quelqu'un assure le boulot dans les usines de la reconstruction française. Donc on est allé chercher des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, et quelqu'un a dit un jour, mais au fait, ces gars-là ont peut-être des aspirations religieuses, qu'est-ce qu'on fait? Il faut leur mettre des installations à disposition. Tant qu'ils ne demandent rien, on va attendre. Et puis on s'est rassuré en disant de toute façon, ça serait un investissement temporaire, donc ça ne sera pas la peine de faire des choses en dur, puisqu'ils ne resteront pas, ils repartiront. Quand arrivent les premiers immigrés d'Afrique du Nord au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est dans l'état d'esprit de l'administration française une certitude, une conviction qui est quasiment une certitude, et que l'on diffuse dans la société à chaque fois qu'un homme politique intervient sur cette population qui est venue travailler dans la métropole. Mais rassurez-vous, de toute façon, ils ne sont là que temporairement. Nos jeunes sont en train de faire la guerre en Algérie, par conséquent, on en a besoin dans les usines, mais quand les autres vont être rentrés et qu'on aura fini de reconstruire la France, ils repartiront. Donc on n'a rien fait. Et puis, les vieux Chibani sont restés prendre leur retraite en France. D'autant qu'entre deux, on avait
installé le regroupement familial, par conséquent leur famille les avait rejoints quand ils en avaient une. Et aujourd'hui on s'est dit, on a un chien, ils ont besoin de mosquées. Alors on vous dit on ne peut pas les construire parce que l'État ne peut pas financer les lieux de culte. Oui, mais certains musulmans vous disent, attendez, ça je peux comprendre, mais tous les Français sont égaux devant la loi. Comment se fait-il que l'État entretient les églises chrétiennes? Quand on fait la toiture, c'est le maire qui paye. Donc c'est bien de l'argent public. Si vous pouvez entretenir un édifice, vous pouvez peut-être aussi en construire. Et là, il y a quelque chose, si vous avez la réponse, moi c'est le genre de questions devant lesquelles je suis obligé de reconnaître que oui, effectivement, il y a un problème. Donc s'il y a un problème, il faut essayer de le résoudre. Donc vous voyez que vous avez là toute une série d'aspects devant lesquels la loi de 1905 est totalement inopérante et pour lesquels il serait quand même peut-être temps d'aborder sérieusement la question, c'est-à-dire non pas du tout de façon passionnelle, mais en essayant de faire en sorte qu'on cerne exactement le problème, qu'on essaye de voir comment le résoudre et comment les choses peuvent se passer. Donc vous avez là quelque chose qui est allé en s'aggravant, mais qui a encore changé d'ampleur, me semble-t-il, au tournant des années 90. Je me demande si on n'est pas en train d'entrer dans une période, mais qui va être longue, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, qu'on pourrait peut-être qualifier de, si la tendance se confirme et qu'on aille jusqu'au bout, certains l'appellent la désoccidentalisation du monde, je pense que c'est un peu excessif, sauf catastrophe, on a encore quelques moyens de jouer un rôle dans cette planète, mais probablement plus le rôle que nous avons depuis une petite demi-douzaine de siècles. Refaisons l'histoire, cette fois en allant encore plus loin, en remontant plus haut. Jusqu'en 1492, sur la planète, vous avez des ères de civilisation qui, non pas, contrairement à ce que beaucoup pensent et parfois disent, s'ignorent, mais n'ont que des relations très ponctuelles. On sait que dès l'époque romaine, les liens commerciaux existent entre Rome et les Chinois. Mais quasiment aucun Romain n'a jamais vu un Chinois à Rome, et très peu de Chinois ont vu un Romain à Pékin. Il y a des contacts qui passent majoritairement par des intermédiaires, et donc les liens sont extraordinairement ténus, mais on le sait compte tenu des monnaies qu'on a retrouvées sur des sites archéologiques. Ce système explose en 1492. En 1492, une poignée d'aventuriers, certainement pas des enfants de cœur, part à la découverte du monde et découvre l'Amérique persuadés qu'ils ont trouvé l'Asie et que par conséquent le poivre va devenir sensiblement moins cher. Car c'est ça qui les a fait partir. Officiellement, après on dira c'est ad majorem dei gloriam, il s'agit de diffuser la religion chrétienne dans le monde et de sauver des gens qui ne croient en rien, mais en fait on est parti pour gagner de l'argent. Et il fallait être costaud, hein, parce qu'ils ne sont pas nombreux et quand vous voyez ce qu'ils ont fait, c'est quand même assez extraordinaire. Je ne voudrais pas avoir l'air de diminuer les performances des gens qui font les tours du monde en solitaire sur des bateaux en fibre de carbone. Enfin, quand vous avez un tas de balises, qu'on vous envoie la météo par des vacations précises, et que dès que vous avez un pépin, vous déclenchez le signal et vous avez un hélicoptère sur zone 72 heures plus tard, bon, je ne partirai pas, rassurez-vous, hein. Derrière, il y a quand même une véritable aventure. Enfin, quand Christophe Colomb est parti, il n'avait rien à actionner en cas de difficulté. Hein. Il partait. Il ne savait pas très bien où il irait. Mais ça a été un tournant majeur. Regardez très rapidement. En 3 siècles à peine, 16, 17, 18, on a reconnu la totalité de la planète. Le 18e est essentiel pour les explorations. Le Pacifique Sud est ignoré avant la deuxième moitié, l'extrême fin du XVIIIe siècle. Mais au XVIIIe, début XIXe, on a tout reconnu, y compris les zones polaires. À la fin du XIXe, on s'est partagé l'ensemble du monde. Et aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, on a organisé ce monde selon l'idée qu'on se faisait de ce que devait être cette organisation, c'est-à-dire d'abord le service de nos intérêts. Si les États-Unis sont aussi hostiles
à la colonisation, c'est parce que leurs intérêts sont lésés. Tous les marchés coloniaux leur sont inaccessibles. Les États-Unis ne sont pas des colonisateurs parce qu'ils veulent absolument la liberté des gens. Ils sont des colonisateurs parce qu'ils ont besoin d'accéder aux marchés réservés aux Anglais, aux Français, aux Espagnols ou aux Italiens et auxquels ils n'ont pas accès compte tenu des législations commerciales dans l'empire colonial. Le système a explosé, mais il est resté assez largement contrôlé par l'Occident. Alors qu'est-ce que je mets dans contrôlé par l'Occident? D'abord, c'est nous qui avons écrit cette histoire. L'histoire du monde depuis les grandes découvertes. Et c'est un des grands problèmes qui divise aussi la société française sur le problème de la colonisation. Si vous coupez la société française en deux moitiés par l'âge, vous obtenez deux moitiés à peu près quantitativement égales. C'est-à-dire que vous avez autant de Français qui ont entendu parler de la colonisation telle que l'aurait raconté Jules Ferry par l'Église et par l'école primaire. Et l'autre moitié, qui est à peu près aussi nombreuse, qui a bénéficié de l'enseignement qui utilise les derniers acquis de la recherche historique. Il n'y a que Valérie Guéboya et moi ici, et d'autres peut-être si vous êtes historienne, qui avaient échappé à ce genre de choses, parce que nous on a fait de l'histoire notre boulot. Donc moi on m'a appris que la colonisation c'était l'apport de la civilisation, christianisation inclus, elle était dans le package. Devenir chrétien c'était progresser en civilisation. Et ça n'avait été fait que pour le bien de l'indigène. Et puis, quand j'ai eu le problème colonial au programme d'un des concours et que je me suis penché sur un certain nombre de travaux récents, je me suis dit c'est un peu plus compliqué. D'abord, on n'a pas été si bien accueillis que ça. Ensuite, c'est curieux, la France, patrie des droits de l'homme, a établi le code de l'indigénat, qui est la négation des droits de l'homme, puisqu'ils sont obligés d'obéir à des règles qui sont dérogatoires au droit commun. Et ça devient extraordinairement compliqué. Mais quand vous faites un cours à un gamin de 4e qui rentre et qui dit à sa grand-mère qui n'a connu que l'école de Jules Ferry « Ah, la colonisation, mamie, ça n'a pas été sympa, hein. Qu'est-ce qu'ils ont été durs ?» Mais enfin, comment tu peux dire ça? Son institutrice et son curé lui ont donné une version qui est tout à fait différente. Aujourd'hui, la Chine et l'Inde produisent plus d'ingénieurs que le reste du monde. Donc j'ai la faiblesse de penser qu'elles produisent aussi probablement plus d'historiens. Alors peut-être pas aussi libres que ceux qui font l'histoire en Occident. Donc là, il va falloir attendre qu'ils progressent un peu et qu'ils aient véritablement la possibilité de travailler librement. Et ça veut dire que ces populations du reste du monde reçoivent aujourd'hui un récit qui est un récit assez différent de celui que nous avons diffusé. Je pourrais vous faire la même démonstration, j'hésite pas à faire une parenthèse parce qu'elle me paraît importante pour comprendre des choses. Avec les problèmes de réchauffement climatique et la COP 21, 22, 25, enfin je ne sais plus à combien on va arriver, on ira certainement très loin dans la numération avant d'avoir réussi à faire quelque chose. À l'occasion de la colonisation, on a expliqué aux populations que le fin du fin et le dernier chic, c'était la civilisation occidentale. Vivre comme un occidental, quand vous discutez avec de vieux Africains ou de vieux Indiens qui ont connu la colonisation anglaise ou française à l'époque coloniale, c'est bien ce qu'ils ont retenu de ce qu'on leur a dit. Donc aujourd'hui, un milliardaire chinois qui veut fêter sa réussite pour montrer qu'il a bien appris la leçon de l'Occident décide de le faire avec un repas dans lequel il va y avoir un certain nombre de côtes de bœuf, proportionnellement au nombre de gens qu'il a invités, arrosé de quelques excellents Bordeaux, et après on vient lui dire au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, pour 1 kilo de viande il faut 15 kilos de céréales, par conséquent vous abandonnez la bande de bœuf, vous revenez au riz avec 2-3 morceaux de poulet, avec vos sauces traditionnelles. Pourquoi voulez-vous qu'il accepte brutalement quelque chose qui est le contraire de ce dont on l'a convaincu? Alors vous allez me dire quel rapport avec la laïcité? 1996, création d'Al Jazeera. L'ensemble des populations musulmanes arabophones se voient proposer une lecture de l'actualité qui est conforme à leurs croyances fondamentales, à la conception qu'ils se font
et non plus uniquement celle que présente Claire Chazal sur TF1 ou David Pujadas sur Antenne 2. Cette idée ne m'était pas venue jusqu'à un passé récent, où essayant de comprendre ces fameuses querelles sur le voile intégral, le niqab, le burkini, je suis tombé sur une série d'interviews qu'a fait Karastan, qui est un des directeurs du CNRS et qui se penche sur ces problèmes de radicalisation, de problèmes de rejet entre communautés, et qui, interrogeant un certain nombre de jeunes femmes, se voit répondre. Alors je ne dis pas que ça rend compte de tout le choix des jeunes femmes de décider de porter le voile. Il y a autant de situations individuelles, parce qu'après, il va falloir expliquer comment une Auvergnate élevée dans la religion chrétienne convertie à l'islam décide de passer à une pratique radicale de la religion. Ça, c'est encore un autre problème. Mais toujours est-il qu'un certain nombre de ces jeunes femmes, d'origine arabo-musulmane, lui répondent « Je ne le portais pas jusqu'à un âge relativement avancé ». Et puis en regardant Al Jazeera, les émissions d'Al Jazeera, je me suis dit que certes, si ma vie est en Occident, et si mes compétences techniques, c'est de remplir le métier d'ingénieur que j'ai appris dans la grande école que j'ai intégrée, car contrairement à ce qu'on pense, une bonne partie de cette immigration s'est parfaitement incorporée dans la société française, y compris dans le groupe des élites, je me suis dit quand même que la moindre des choses vis-à-vis de mes sœurs, c'était au moins de garder quelque chose qui m'y rattache. Mais c'est un truc qu'on a connu dans les sociétés gauloises chrétiennes. Toutes les hommes et les femmes qui ont porté les costumes régionaux traditionnels, histoire de montrer leur attachement au comté de Nice, à l'Aquitaine, à la Bretagne. Ils sont un peu en perte de vitesse, mais quand j'avais votre âge, je peux vous assurer qu'il n'y avait aucune grande ville française sans son cercle celtique breton, qui au moins une fois par an, à grands coups de ouin-ouin, organisait sa séance de danse régionale, qui faisait un boucan comme ça n'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a plus que les fest-noz d'été, qui éventuellement peuvent réussir à faire autant de bruit. Voilà, donc vous voyez, sur cette deuxième partie, je suis plus sur des réactions, et c'est délibérément que je voudrais m'arrêter maintenant, parce que je pense que là-dessus, vous devez avoir des points de vue et des opinions, et c'est peut-être pas totalement inutile qu'on en parle. Merci de votre attention.